Hézor le Buis, livre 1, partie 1, 1955, le passé fut et fait, chapitre 3. Quand Hézor revint au campement, ses plâtres étaient arrachés. Il jeta les bouts de bois au pied du démon assis en tailleur. « Eh bien, je vois que tu ne t'es pas enfui finalement. Mais qu'as-tu fait? Tu as retiré tes bandages ?» « Enfin, Clovis, tu croyais que j'allais rester faible indéfiniment? Pitoyable créature. Il est enfin venu le temps que tu payes ta traîtrise. » Le démon parut stupéfait devant les paroles du jeune homme. Il voulut se relever, mais Hézor fut plus rapide, et un grand éclair vert s'échappa de ses deux mains pour aller frapper le démon, qui fut propulsé au travers du mur de la chaumière dans un hurlement. Hézor attendit en pleine osmose avec lui-même. Il se sentait entier. Son esprit ne faisait qu'un. Un grand rire s'éleva des décombres, suivi d'un éclair qui vint le frapper et le propulsa à son tour contre un arbre. L'attaque avait été violente, et Hézor douta une seconde qu'il fût assez puissant pour vaincre Clovis. Il avait du mal à appréhender la puissance qui coulait dans son corps. Il n'eut que le temps de se jeter à terre pour échapper à une autre attaque du démon qui sortait des ruines. Le monstre riait et invoquait autour de lui un puissant sortilège. Hézor s'éleva du sol. Le bras droit tendit comme s'il le tenait en joue avec une arme de feu. Des rondins de bois vinrent briser l'incantation du démon en le percutant de plein fouet. Le bras gauche de Hézor, auréolé d'ectoplasme, desséchait l'essence vitale de l'arbre qui était derrière pour en tirer une force qu'il déchargea en un sort d'une fulgurance inouïe. Le démon eut malgré tout le temps de dévier l'énergie qui frappa les restes de la chaumière, l'embrasant intégralement. Ainsi donc, tu n'étais pas si loin que ça, Hézor. Depuis combien de temps êtes-vous liés? Depuis le début. Dès que j'ai senti ta présence, je me tenais prêt. Tu t'es montré bien décevant, Clovis, et ta plus grande erreur a été de m'attaquer alors que ton apprentissage n'était même pas achevé. Tu ne peux pas rivaliser avec moi. Il est temps que je te renvoie dans ton ancien plan d'existence. Je pense que tes dieux seront ravis de l'utilité que tu as fait de la chance qu'ils m'ont laissé te donner. Jeune présomptueux. Les deux créatures déchargèrent en même temps leur pouvoir l'une sur l'autre. Le flux émis par Hézor traversa celui du démon, l'éparpillant dans la clairière, le frappant et le transperçant. Le démon hurla et disparut dans une explosion de fumée noire. Hézor restait donc seul dans la carrière. La chaumière était en feu. Il fallait éviter que celui-ci ne se répande dans la forêt. Se concentrant, il leva les mains face au brasier, et les foyers se séparèrent les uns des autres et vinrent se rouler dans la terre, éteignant ainsi le feu dans une poussière sèche. Sous les décombres se trouvait une espèce d'architecture en métal. Hézor la considéra un temps et comprit enfin ce que c'était. Un seau de canalisation ectoplasmique. Voilà donc quel était le but du démon. Il voulait profiter du possible désarroi des deux âmes pendant leur réunion pour les emprisonner et les réunir en lui sous son autorité. Si tant est qu'il fût assez puissant pour les contrôler. Il n'est pas mort. Il a fui, guère étonnant. Néanmoins, le voilà très faible. N'étant pas capable d'aspirer une âme, il lui faudra beaucoup de temps pour se refaire. Par contre, je ne lui avais pas enseigné l'utilisation des sceaux, c'est bien trop puissant. Il maîtrisait à peine les runes. Qui a bien pu lui apprendre ce savoir? Bon, j'ai un peu de temps, maintenant je vais rentrer. Il va falloir que je trouve une bonne explication pour le père. Tandis qu'il marchait, il réfléchissait encore. Clovis l'avait clairement sous-estimé. Hézor était loin d'être puissant, et il ne devait sa victoire que par son effet de surprise. Il avait prévu de patienter au début, mais la vision de l'immonde traître avait soulevé sa colère, et il n'avait pas pu s'empêcher de lui rappeler qui était le maître. Cela avait été imprudent, mais finalement il avait été chanceux. Hézor allait devoir apprendre à davantage contrôler ses émotions, et à ne plus se laisser devancer par son corps. Son organisme était en pleine effervescence, il sentait à chaque seconde que sa personne se modifiait, qu'il s'ouvrait sur un univers qui lui était auparavant inconnu. La nuit était largement tombée quand il arriva au manoir. Il avait froid car il n'était vêtu que d'un simple pyjama de toile. La porte était fermée et il se résolut à frapper. Des pas précipités traversèrent le vestibule. Ce n'était pas son père, et il ne fut donc pas étonné quand les grands yeux ronds d'André se posèrent sur lui. Celle-ci l'attrapa par les épaules et le fit entrer en appelant Edmond. Il arriva éberlué. « Où étais-tu passé? Je me suis fait un sang d'encre. »« J'ai fait un étrange rêve. »« Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Viens manger quelque chose et raconte-moi ce qui s'est passé. Tu vas bien au moins, mais parle-moi, nom de Dieu. » Tout va bien, je vais très bien. Je ne me suis jamais senti aussi bien d'ailleurs. Je suis en pleine forme.
C'est ce qu'on verra. André, appelle le médecin tout de suite. Toi, viens t'asseoir dans le salon que je puisse te voir. Dans quel état sont tes vêtements ?» Ezor fut donc conduit par son père dans le salon de l'aile ouest du manoir. Assis dans un immense fauteuil, le comte Edmond Le Buis inspectait son fils sous toutes les coutures, comme s'il eût soupçonné que ce ne fût pas réellement lui. André revint, annonçant que le médecin viendrait le lendemain à 8 heures. « Bien, bon, on va pouvoir manger quelque chose alors. Tu viens, Ezor ?»« Non, père, merci, mais j'ai besoin de me reposer. On se voit demain à 7 heures pour le petit déjeuner, avant que le médecin arrive. » C'est entendu, mon fils, repose-toi bien, à demain alors. Ezor n'adressa aucun regard à André et monta le grand escalier en chêne. Le contact du tapis rouge était une bénédiction pour ses pieds, qui ne portaient que des chaussettes complètement imbibées d'eau et déchirées. Arrivé à l'étage, il les retira et les jeta par la porte entrouverte de la salle de bain. Il entra dans sa chambre qui était pourvue pour unique mobilier d'un lit, d'un bureau avec une simple chaise et d'une commode pleine de vêtements. En toute hâte, il retira son pyjama sale, en enfila un autre, puis s'étendit dans son lit où le sommeil mit étrangement peu de temps à venir le saisir. Après une journée telle que celle-ci, il s'attendait à ne pas réussir à dormir avant plusieurs heures, mais il sombra très vite dans ses rêves. Sans raison particulière, Ezor se réveilla au milieu de la nuit. S'asseyant sur son lit, il se frotta la tête tout en regardant sa chambre dans la pénombre. Il n'avait plus du tout sommeil. Il crut entendre des voix en bas dans le salon, mais ce n'était ni celle de son père ni celle d'André. Ezor descendit les marches sur la pointe des pieds, s'appuyant un maximum sur la rambarde. Il connaissait les voix qui discutaient dans le salon, il en était certain. Il y avait un homme et une femme. Arrivé en bas, Ezor poussa la porte du bout des doigts. Et il la vit. Sa beauté était resplendissante. Ezor tomba à genoux, sanglotant comme un enfant au pied de cette femme. Celle-ci se mit contre lui, le serrant fort. Ezor connaissait ce parfum, cette odeur. C'était elle, la femme. Au moment même où il en eut pris conscience, il vit derrière elle un monstre abominable. La rejetant sur le côté, hurlant de stupeur et de colère à la fois, dominant sa peur, il projeta un puissant éclair violet qui se refléta en un millier d'étoiles lorsque le miroir du salon explosa à l'impact. Les bris de verre passèrent au travers de la jeune femme qui pleurait au sol, l'effaçant dans une gerbe de sang. Les pieds de la seconde voix se posèrent dans la poussière. Ezor leva la tête vers un visage qu'il connaissait bien. 2 yeux gris-vert encadrés par de longs cheveux blancs. Le front de l'humain montait indéfiniment jusqu'à sa calvitie. Il le saisit sous les épaules et l'aida à se relever. Il lui parlait, mais Ezor ne comprenait rien. Les sons résonnaient dans ses oreilles, les mots ne parvenaient pas à son cerveau. Quand ils furent face à face, il tendit le bras au-dessus de l'épaule d'Ezor, qui suivit le doigt, tandis que celui-ci disparaissait en fumée avec le reste du corps. Ezor se retrouva alors nez à nez avec son père qui, le saisissant, approcha son visage contre le sien. Ezor voyait son propre reflet dans les yeux de son père, alors que la pièce était dans le noir. Il réalisa avec horreur que ses yeux étaient incandescents, il le brûlait terriblement. Criant avec une voix affolée, il repoussa son père, tenant son visage entre ses mains. Il se calma et regarda ses mains. Elles étaient blanches, avec de longs doigts aux ongles noirs, en pointe. Calmement, il se releva. Il distinguait son père dans le salon, avec lui au milieu des bris de verre. Mais il n'était pas seul. Ezor voyait encore plus nettement d'autres personnes qui marchaient là, errant autour de lui. Certains le regardaient avec compassion, mais les plus nombreuses étaient haineuses, comme si ces personnes étaient mortes par sa faute. « Ce n'est pas moi !» cria Ezor, comme pour se défendre. « Ce n'est pas moi !»« Ezor, mon fils, enfin, calme-toi, mais calme-toi, bon Dieu !»« Ce n'est pas moi qui vous ai fait ça !» continuait de crier Ezor. Il ne s'adressait pas à son père, mais aux innombrables âmes qui se promenaient autour de lui. Si vous êtes mort, c'est que vous étiez trop faible. Vous n'avez pas su me combattre. Vous étiez incapable de m'arrêter. Vous m'appartenez. Vous m'appartenez. Ezor hurlait maintenant de colère. Son père, qui ne comprenait rien, était abasourdi devant son fils. Il ne l'avait jamais vu comme ça. Mais enfin, Ezor, à qui parles-tu? Je suis là, Ezor. Arrête de gueuler, merde. Maintenant, Edmond Le Buis était clairement énervé devant l'attitude incompréhensible de son fils, et comme celui-ci continuait à hurler, il lui mit une formidable gifle au visage. Dans des circonstances normales, le coup aurait renversé l'adolescent, mais dans la scène actuelle, il était possédé par des forces qui le dépassaient. Sous la violence de l'impact, sa tête se tourna, mais son corps ne vacilla pas. Défiguré par la haine, Ezor se redressa pour faire face à son agresseur. Le visage de Edmond Le Buis commença à se déformer sous l'effet de la douleur, au fur et à mesure que les doigts de son fils s'enfonçaient à l'intérieur de son ventre.